Je vais vous raconter comment Tracy Wigginton, qui racontait partout qu'elle était un vampire avec de super pouvoirs, a réussi à convaincre ses amis de l'aider à trouver une victime pour qu'elle puisse se nourrir. Tracy Wigginton est née le 4 août 1965 à Rockhampton sur la côte est de l'Australie. Alors qu'elle n'a que 3 ans, ses parents divorcent. Tracy est alors adoptée par ses grands-parents maternels qui avaient eux-mêmes déjà adopté sa mère. Il faut savoir que ses grands-parents sont assez particuliers. George Wigginton, c'est un homme d'affaires, il est millionnaire, mais c'est aussi un homme à femme. Pour vous dire à quel point ça allait loin, il a même acheté une seconde maison qui était uniquement dédiée à ses relations extra-conjugales. Toujours est-il que c'est quelqu'un de très sociable et de très apprécié par le public, à tel point qu'il y a même une rue qui a été nommée en son honneur, la Wigginton Street. Sa femme, Avril Wigginton, qui a sûrement été blessée par les infidélités de son mari, a développé une haine pour ce dernier, mais également pour tous les autres hommes. C'est pas étonnant quand on sait qu'elle a été victime d'inceste, elle a été violée par son oncle de ses 7 à ses 11 ans, et elle a également été violée et frappée avec une bouteille par un ami de la famille alors qu'elle était adolescente. Pour ajouter à son désespoir, elle ne peut pas avoir d'enfant, donc c'est une femme qui est profondément triste, et elle tente de se réconforter comme elle peut avec son amour pour les animaux. Elle possède plusieurs chihuahuas et elle les gâte vraiment comme s'il s'agissait de ses enfants. Quand on voit ce tableau, on pourrait penser que la venue de Tracy dans leur famille serait une bénédiction, qu'ils allaient être hyper heureux d'accueillir cette petite fille, mais pas du tout. En fait, Tracy va être la cible des fantasmes tordus de George et de la haine d'Avril. En effet, Tracy affirme que son grand-père l'a violée pendant 4 ans, tandis que sa grand-mère Avril n'arrêtait pas de la frapper avec le fil de son fer à repasser en lui répétant incessamment que les hommes n'étaient que des sales bâtards. Bon, il faut savoir que les faits de violence que je vous ai rapportés n'ont pas été prouvés, c'est vraiment juste Tracy qui a raconté ça plus tard. Mais bon, à l'époque, elle n'était qu'une toute petite fille, elle pouvait pas se confier à qui que ce soit, elle pouvait pas non plus porter plainte, donc elle n'a rien pu faire qui puisse permettre de prouver ses actes de violence, on n'a que sa parole, mais on peut la croire puisque déjà ce n'est pas la seule à avoir été témoin de la violence d'Avril et de George, mais également il y a des psychiatres qui vont évaluer Tracy dans le futur et qui diront qu'elle a des traumatismes qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'elle a été violée dans son enfance. Mais par rapport aux violences physiques, déjà il faut savoir qu'ils avaient également maltraité la mère de Tracy. Mais ce n'est pas tout, il y a également une amie de la mère de Tracy qui a accouché d'une enfant qui était non voulue. Là encore, Avril et George se sont proposés pour l'accueillir chez eux. Et Tracy considérait cette petite comme sa sœur puisqu'elle n'avait que 7 ans d'écart. La petite avait 7 ans de plus qu'elle. Et elle se faisait maltraiter devant elle de manière encore plus violente qu'elle. Cette petite fille s'appelait Michelle et il faut savoir qu'Avril invitait même carrément des amis à venir chez elle pour fouetter la petite fille. Il arrivait également à Michelle de devoir dormir dehors avec les chiens. Les filles avaient également l'interdiction d'avoir des amis et finalement le seul soutien qu'elles avaient c'était l'une et l'autre. Sauf qu'à l'âge de 15 ans, Michelle s'est dépêchée de quitter le foyer, de partir et elle a laissé derrière elle Tracy qui n'avait que 8 ans et qui s'est retrouvée seule avec ses bourreaux. En 1979, George meurt d'un cancer et quelque temps après, Avril va également mourir en 1981. Avant de mourir, Avril va charger un homme de son entourage de s'occuper de Tracy et cet homme va continuer à la maltraiter comme Avril le faisait. Avril lui a dit de surtout bien être sévère avec Tracy et il va le faire. Cependant, maintenant, Tracy, elle a 16 ans, ce n'est plus une enfant et les événements qu'elle a vécus dans son enfance l'ont rendue bien plus sombre, bien plus rebelle. Alors un jour, elle va se défendre des coups de cet homme et à son tour, elle va le frapper. Ça a été vraiment très violent puisque l'homme est admis à l'hôpital avec un traumatisme crânien. La même année, Tracy va avoir des relations sexuelles avec le mari d'une amie à elle. Elle va tomber enceinte de cet homme et elle avorte. Vu que l'homme qui s'occupait d'elle, ce n'est plus une option, elle va retourner vivre avec sa mère. Tracy va également être envoyée dans une école stricte réservée aux jeunes filles où on va lui apprendre à jouer de l'orgue, à faire de la danse classique, mais Tracy ne va pas tarder à être renvoyée de cette école puisqu'on va l'accuser d'agression sexuelle. Bon, sachant qu'il s'agissait d'une école catholique stricte, on n'est vraiment pas sûr qu'il s'agissait réellement d'agression sexuelle. On sait comment ça se passe dans ces milieux-là. Il faut savoir que Tracy est lesbienne, qu'elle a commencé à s'en rendre compte environ à cette période-là. Donc il s'agissait
s'agissait probablement de relations sexuelles consenties entre plusieurs filles, mais ils ont préféré faire passer ça pour une agression sexuelle et renvoyer Tracy de l'école pour s'éviter un scandale. La mère de Tracy, c'est également une femme qui est très croyante et en entendant ça, elle est outrée. Elle ne supporte pas le fait que sa fille puisse être une lesbienne et elle va de nouveau la mettre à la porte. Tracy va partir vivre chez un ami de la famille et avec lui ça va très bien se passer. Il garde de très beaux souvenirs de sa cohabitation avec Tracy. Il trouvait que c'était une personne très agréable. Tracy va continuer ses études dans un couvent catholique, mais finalement elle va laisser tomber ses études avant d'avoir obtenu un diplôme. Pas de problème puisqu'à l'âge de 18 ans, elle hérite de 75 000 $ de la part de ses grands-parents, mais finalement cette somme ne va pas durer. Tracy va vraiment flamber, elle va très vite la dépenser. Elle s'achète une moto et elle a un mode de vie extravagant. À l'adolescence, Tracy commence à s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler l'occulte ou encore la magie noire. Ça commence innocemment avec l'utilisation d'une planche de Ouija, avec la lecture de cartes de tarot, mais ça va très vite devenir beaucoup plus sombre puisque Tracy va devenir satanique et qu'elle va pratiquer les sacrifices rituels. Elle a une demi-sœur du côté de sa mère qui s'appelle Ali Hopkins et à la période où Tracy était revenue vivre chez sa mère, Ali raconte que Tracy lui apprenait à tuer des insectes et qu'elle a également tué leur chat en lui enfonçant un tournevis dans la tête. À l'âge adulte, à seulement 18 ans, Tracy rencontre une femme dont elle tombe follement amoureuse. Cette femme s'appelle Sunshine. Tracy et Sunshine vont carrément se marier et essayer d'avoir un enfant, mais malheureusement Tracy va perdre le bébé. À cette époque, Tracy, elle a vraiment touché le fond. Je vous ai dit qu'elle avait arrêté ses études, elle n'a pas de diplôme, elle a claqué tout son héritage, donc elle n'a pas non plus d'argent. Elle vient de perdre son bébé, elle fait des petits boulots à droite à gauche, elle travaille à l'usine, elle travaille comme videuse dans un bar et à quelques reprises, elle va même se prostituer. C'est comme ça que l'intérêt de Tracy pour la spiritualité puis pour le morbide et le satanisme va s'intensifier. Si Tracy commence par une immersion dans la magie blanche, elle va très rapidement basculer et tomber dans des pratiques vraiment sombres avec un goût très prononcé pour le sang. Je vous ai dit qu'il lui arrivait de sacrifier des animaux et effectivement, elle va même tracer des symboles sataniques avec leur sang. Elle va également affirmer se nourrir de sang de porc et de chèvre qu'elle va récupérer auprès de son boucher. Tracy se persuade qu'elle est un vampire, qu'elle a besoin de sang pour fonctionner, qu'elle a besoin de se nourrir de sang pour survivre et elle va également, comme un vampire, éviter de croiser son reflet dans le miroir. Elle évite aussi les rayons du soleil, elle vit principalement la nuit et elle porte des couleurs sombres, elle s'habille principalement en noir. Tracy est également persuadée d'avoir des super pouvoirs, notamment de pouvoir contrôler les autres par la pensée, et elle pense aussi qu'elle est capable de les faire disparaître en ne laissant plus que leurs yeux. À l'âge adulte, la plupart des personnes de son entourage vont la décrire comme une femme impressionnante, autant physiquement que mentalement. En effet, elle fait 1m80 pour 110 kg, elle a les cheveux courts, elle a les yeux noirs, elle a un style vestimentaire qui peut facilement impressionner. Par exemple, elle va porter des vestes en cuir avec des pics dessus, elle va porter des vêtements militaires. Et pour ce qui est de sa personnalité, là encore, c'est une personne qui va être décrite comme quelqu'un d'autoritaire, comme quelqu'un de dominant. Apparemment, elle avait tendance vraiment à être très sûre d'elle, à donner des ordres quand elle s'exprimait, et du coup, les personnes qui la côtoyaient étaient plutôt impressionnées, voire avaient peur d'elle, et il disait que pour les personnes même les plus timides, ça pouvait être carrément stressant d'être en compagnie de Tracy. En 1987, elle trouve l'amour avec une nouvelle femme. Cette femme s'appelle Debbie et elles vont rester 2 ans ensemble, mais au bout d'1 an et demi, leur relation ne va pas très bien et elles vont décider de tenter la relation libre pour sauver leur couple. Finalement, la situation va pas franchement leur convenir. Debbie va ramener ses conquêtes dans l'appartement qu'elle partage avec Tracy et elle va avoir des rapports sexuels sous leur toit. Donc Tracy va entendre sa copine avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes. Ça la met vraiment très en colère, ça lui fait beaucoup de mal et Tracy elle-même va aussi trahir la confiance de Debbie puisqu'elle va commencer une relation extra-conjugale avec une autre femme sans la mettre au courant et cette femme s'appelle Lisa Ptaszynski. Lisa a le même âge que Tracy, elles ont toutes les deux 24 ans à ce moment-là et leur relation, même si elle ne va durer que 2 semaines, elle va être très passionnelle. À tel point que Lisa va accepter à 4 reprises de se couper les veines pour pouvoir nourrir Tracy avec son sang.
Elle n'a pas non plus l'air choquée quand Tracy lui annonce que ça ne lui suffit plus et qu'il va falloir qu'elle s'en prenne à un autre être humain pour se nourrir de son sang. Le 18 octobre, Tracy va passer une grande partie de la journée à affûter son couteau et le 19 octobre, elle se teint les cheveux en noir. Le 20 octobre 1989, Lisa et Tracy rejoignent un couple d'amis dans un club lesbien, le club Lou Moores à Brisbane. Ces amis s'appellent Kim Jervis et Tracy Vogue, et elles ont toutes les deux 23 ans. Bon, vous aurez remarqué qu'il y a deux Tracy dans cette histoire. Il y a Tracy Wigginton, la fille dont je vous parle depuis le début, et il y a cette nouvelle Tracy, Tracy Vogue. Donc pour que ce soit plus clair, quand je parlerai de Tracy Vogue, je dirai toujours son nom de famille pour que vous sachiez de qui il s'agit. Si je précise pas le nom de famille, c'est Tracy Wigginton, donc le personnage principal. Bref, on en revient à l'histoire. Les quatre femmes sont tranquillement en train de boire du champagne dans le club quand Tracy leur fait part de son envie de trouver une proie pour se nourrir. Kim et Tracy Vogue ne connaissent pas Tracy depuis longtemps, mais elles ont toutes un peu le même style. À cette époque-là, dans la région de Brisbane, il y a un style qui est un peu à la mode et qui se rapproche du style gothique. Les personnes qui y adhèrent sont appelées des Swampies. Et en fait, ces Swampies, ils sont un peu comme Tracy Wigginton dans le sens où ils vont s'habiller en noir, ils vont vivre la nuit, ils vont écouter de l'acid house. Comme Tracy, ils aiment également les symboles occultes. Et en fait, ce soir-là, toutes les filles avec lesquelles Tracy se trouvait étaient des Swampies. Donc Tracy avait vraiment trouvé un bon groupe de copines qui lui ressemblaient. Elle faisait des sorties dans les cimetières. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Donc du coup, quand Tracy Wigginton va leur faire part de son plan, quand elle va leur dire qu'elle est un vampire et qu'elle veut trouver une proie, au lieu d'être choquées, elles vont trouver ça plutôt cool. Elles vont toutes les quatre sortir du club vers 22h30, puis elles vont monter dans la voiture de Tracy et elles vont se mettre en route. Elles regardent à droite à gauche le long de la route si elles peuvent trouver la victime idéale et elles vont jeter leur dévolu sur Edward Baldock. Edward, c'est un homme de 47 ans, il est papa de 5 enfants et il est également grand-père. Et ce soir-là, il a passé toute la soirée avec un ami à boire et à jouer aux fléchettes dans un bar. Quand les quatre femmes passent devant lui, elles remarquent immédiatement qu'il est très alcoolisé, il a du mal à tenir debout, il se tient à un lampadaire et ça en fait une victime idéale pour les filles. C'est Kim qui va sortir de la voiture pour proposer à Edward de monter. Elle va lui dire qu'elles peuvent le ramener chez lui et Edward accepte. Finalement, au lieu de le ramener chez lui, elles vont garer la voiture à proximité d'un parc et cette fois-ci, c'est Tracy qui va entrer en scène puisqu'elle va proposer à Edward d'avoir des rapports sexuels avec lui dans ce parc et là encore, Edward va accepter. Edward sort de la voiture et il suit Tracy dans le parc désert. Mais Tracy, bien évidemment, n'a pas du tout l'intention d'avoir des rapports avec Edward et elle a un plan beaucoup plus sombre en tête. Edward et Tracy s'approchent de la rivière, Tracy enlève son t-shirt pour laisser apparaître sa poitrine, puis elle commence à déshabiller Edward pour bien lui faire croire qu'elle va avoir des rapports avec lui. En pleine action, elle s'arrête, elle dit à Edward qu'elle a besoin de faire pipi, elle s'éloigne et en fait finalement au lieu d'aller faire ses besoins, elle va se rendre à la voiture pour aller voir ses copines et là elle leur dit qu'elle est bien embêtée parce qu'elle trouve qu'Edward est trop fort et qu'elle pense qu'elle va pas s'en sortir toute seule. C'est sa copine Lisa qui va se dévouer, elle sort de la voiture et elle suit Tracy dans le parc, un couteau à la main. Pendant ce temps, Edward croit toujours qu'il va avoir des rapports sexuels avec Tracy, il s'est mis entièrement nu, il a bien plié ses vêtements et il les a posés à côté de lui avec son portefeuille. Tracy se glisse derrière lui, Edward lui demande « Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Elle lui répond « Rien ». Puis elle plonge la lame de son couteau dans le cou du pauvre homme. À ce moment-là, Lisa, qui voit que Tracy peut s'en sortir sans elle, va retourner à la voiture. Et Tracy, elle, va continuer à s'acharner sur Edward. Elle le poignarde à 27 reprises dans le cou et dans le dos. Et elle va même tenter de le décapiter. Une fois qu'Edward est mort, Tracy va tout simplement s'asseoir à côté du corps et fumer une cigarette à côté de son cadavre avant de se diriger vers la rivière où elle va jeter son couteau puis se laver les mains et les bras. Ensuite, elle retourne à la voiture voir ses amis et là, elle leur propose de venir voir
le corps. Kim et Lisa vont accepter et elles vont la suivre dans le parc, tandis que Tracy Vogue va décider de rester dans la voiture. Alors je vous avais dit que le but de ce meurtre, c'était que Tracy se nourrisse. Alors est-ce qu'elle a bu le sang d'Edward ? Eh bien, on ne sait pas. Tracy, elle dit que non, que c'est faux, qu'elle ne l'a jamais fait. Mais ses 3 amies, elles, disent que si, Tracy a bien bu le sang d'Edward. Alors, elles ne l'ont pas vu faire puisqu'elles étaient toutes les 3 dans la voiture au moment du meurtre. Mais elles affirment toutes que quand Tracy est montée dans la voiture avec elle, elle pouvait sentir l'odeur du sang dans son haleine. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est leur imagination ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'ensuite les femmes rentrent chez elles pour dormir, mais le lendemain matin, Tracy est paniquée puisqu'elle se rend compte qu'elle a perdu sa carte bancaire. Tracy est vraiment dans un sale état, elle est vraiment hystérique, elle supplie Debbie de l'emmener au parc pour qu'elle puisse retrouver sa carte bancaire. Elle lui dit que dans la nuit, elle a eu l'impression de voir un corps. Elle agit comme si elle se rappelait de rien, mais qu'elle avait comme un peu des flashbacks d'avoir vu un homme mort. Debbie accepte de la conduire dans le fameux parc où le meurtre a eu lieu, mais arrivée sur place, Tracy se rend compte que la police est là, et là c'est vraiment la panique. Elle va dire à Debbie « c'était donc vrai », puis elle se met en position fœtale dans la voiture et les 2 femmes rentrent chez elles. Debbie va donner des somnifères à Tracy pour la calmer et Tracy s'endort. C'est un jogger qui découvre le corps d'Edward Baldock à 5h du matin et qui prévient la police. La police arrive rapidement sur les lieux et c'est clairement l'enquête la plus facile de leur carrière puisque dans une des chaussures d'Edward, ils vont retrouver la carte bancaire de Tracy. On ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, il y a eu plein de rumeurs sur comment est-ce que la carte était arrivée là, mais la théorie la plus probable et celle qui est avancée d'ailleurs par la police, c'est tout simplement qu'Edward, en se déshabillant, il a tâtonné un peu à droite à gauche. Je vous rappelle que ça s'est passé dans la nuit, il ne voyait pas autour de lui et il a probablement senti la carte bancaire de Tracy qu'elle avait fait tomber en se déshabillant. Il a dû croire que c'était à lui et il l'a mis dans sa chaussure. Finalement, sans le savoir, il a aidé à résoudre son propre meurtre. Quelques heures plus tard, la police toque à la porte de chez Tracy Wigginton et sa copine Debbie. Et là, Debbie va être vraiment étonnée puisque je vous rappelle qu'au moment de se coucher, Tracy était en panique totale, elle était en crise. Et finalement, là, elle va ouvrir la porte à la police hyper calmement et elle va parler avec eux comme si de rien n'était. De là, bien évidemment, elle est arrêtée. Assez rapidement, elle va donner les noms de Kim Jervis et de Tracy Vogue. Elle va affirmer à la police qu'elle était en leur compagnie ce soir-là, mais elle va tarder un peu plus à donner le nom de Lisa Ptaszynski, puisque je vous rappelle que Debbie n'est pas au courant qu'elle la fréquente et elle a peur qu'en donnant son nom, Debbie apprenne l'existence de leur relation. En ce qui concerne le meurtre, c'est surtout les 3 autres filles qui vont en parler, qui vont raconter les faits. C'est très difficile de faire parler Tracy et il faudra 3 interrogatoires pour qu'elle avoue. La première fois qu'elle est interrogée, elle va dire qu'effectivement elle était bien avec des amis ce soir-là et qu'elles se sont bien rendues dans le parc où on a retrouvé le corps d'Edward Baldock, mais elle dit qu'elles se sont simplement rendues dans ce parc pour s'amuser sur l'aire de jeu et quand on lui parle du meurtre, elle va faire la fille qui n'est pas du tout au courant, elle va faire semblant qu'elle ne sait rien. Lors du 2e interrogatoire, elle va dire qu'en fait, elle était au courant pour le meurtre puisqu'elles sont tombées sur le corps d'Edward Baldock lorsqu'elles étaient dans le parc en train de s'amuser, mais elle dit qu'elle n'a rien à voir avec tout ça, que quand elles ont vu le corps, elles ont paniqué, elles ont eu peur et qu'elles sont parties. Finalement, lors du 3e interrogatoire, la police lui dit que ses amis ont tout avoué, il lui donne la preuve que ses amis ont bien avoué et ont bien tout raconté, et donc Tracy, qui voit qu'elle n'a plus le choix, va également avouer les faits. D'ailleurs, la police va également retrouver des preuves puisqu'ils vont bien trouver l'arme du crime dans la rivière là où Tracy l'avait jetée, mais ils vont également retrouver une serviette ensanglantée dans sa voiture. Donc c'est bien le sang d'Edward Baldock sur cette serviette, et cette serviette avait servi à Tracy pour s'essuyer après le meurtre. Tracy va passer devant divers psychiatres et psychologues et on lui diagnostique un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. En gros, c'est un trouble qui va se manifester à la suite d'un traumatisme dans l'enfance et la personne va développer plusieurs personnalités différentes dans un même corps. Quand une personnalité prend le dessus, les autres personnalités vont rester en retrait comme endormies, et quand ensuite une autre personnalité va prendre le dessus, elle va pas forcément se souvenir de ce que la personnalité précédente a fait. Donc en fait, quand vous êtes face à une personne qui a un TDI, cette personne va régulièrement avoir des trous noirs et selon le moment où vous allez parler avec elle,
elle va pas forcément avoir la même personnalité ni la même manière d'agir. Dans le cas de Tracy, c'est complètement fou puisque les médecins lui ont trouvé 6 personnalités différentes. Par exemple, Debbie va expliquer que parfois il arrivait à Tracy de se comporter comme une enfant. Elle se baladait avec une tête d'oreiller sale comme si c'était de son doudou en disant que ça lui apportait un sentiment de sécurité. Cette personnalité-là, les psychiatres vont l'appeler la petite Tracy et ils disent que c'est une personnalité qui est apparue juste après les viols qu'elle a subis dans son enfance. Et en fait, cette personnalité, c'est une représentation d'elle traumatisée par ce qu'elle vient de vivre. Parfois, elle demande à ce qu'on l'appelle Bobby et là, ça devient une personnalité vraiment dominante. Je vous ai dit plus tôt qu'il lui arrivait de porter des vêtements avec des pics, etc. Et ça, c'était vraiment la personnalité Bobby. À une période, Bobby s'exprimait beaucoup. Elle portait que du cuir, des vêtements un peu biker. C'est l'époque aussi où elle conduisait beaucoup sa moto. Elle porte que des vêtements et des accessoires avec des pics en métal. Elle se fait des pics sur la tête avec les cheveux courts et noirs. Et donc cette personnalité Bobby, elle est censée avoir 16 ans et c'est une personnalité qui va être cynique, méprisante, cruelle. La troisième personnalité, c'est la grande Tracy qui, elle, est stressée, gentille et dépressive. La quatrième personnalité, c'est une personnalité qu'on va appeler l'observateur et qui est une personnalité neutre, calme et rationnelle et qui va en fait observer ce que font les autres personnalités en se faisant appeler moi. La cinquième personnalité, elle s'appelle Avril, donc comme la grand-mère de Tracy, et c'est une personnalité terrifiante qui va réussir à contrôler les autres. Même Bobby, qui est une personnalité qui est déjà dominante, va se faire contrôler par Avril, et en fait Avril va crier dans l'esprit de Bobby jusqu'à le rendre fou, jusqu'à ce qu'il se soumette à elle. D'ailleurs, il faut savoir qu'au moment du meurtre, les psychiatres pensent que c'est cette personnalité, que c'est Avril qui avait pris le dessus, que c'était Avril qui agissait à ce moment-là. Et enfin, pour finir, la sixième personnalité, c'est celle qu'on va appeler l'hôte. Et en fait, c'est une personnalité qui va rassembler des traits de personnalité de toutes les autres personnalités. Et finalement, on peut dire que c'est la vraie personnalité de Tracy. Forcément, vu le profil de Tracy Wigginton, sa défense va essayer de plaider la folie, mais il faut savoir que Tracy va faire de très nombreuses séances de psychiatrie. Elle va voir plusieurs médecins et finalement, après tous ces examens-là, les médecins vont tous s'accorder pour dire que oui, elle souffre d'un TDI, oui, elle a bien des épisodes d'amnésie, mais non, elle n'est pas folle, elle connaît très bien la différence entre le bien et le mal, elle ne souffre pas d'hallucinations, et pour eux, elle est donc pleinement responsable du meurtre d'Edward Baldock. D'ailleurs, Tracy va être la seule des 4 accusés à plaider coupable pour le meurtre, et elle prend une peine de prison à vie. On n'a pas beaucoup d'infos sur son procès, puisqu'en Australie, quand vous plaidez coupable pour meurtre avec préméditation, vous allez forcément prendre une peine de prison à vie, donc son procès n'a duré que quelques minutes, c'était déjà bouclé. Par contre, le procès de Kim Jervis, Lisa Ptashinsky et Tracy Vogue a été bien plus long et complexe. Le fait que Tracy Wigginton, elle ait un physique et une personnalité aussi atypiques et que ce soit elle qui ait poignardé Edward Baldock, c'est du pain béni pour les avocats des 3 filles qui vont forcément la charger à fond et faire passer leurs clientes pour des espèces de victimes qui avaient peur de Tracy, qui se sont retrouvées dans une situation délicate et qui n'avaient rien à voir avec ce meurtre. Elles ont toutes dit qu'elles avaient peur de Tracy, qu'elles étaient vraiment persuadées que Tracy était un vampire, qu'elles étaient persuadées qu'elle avait des super pouvoirs et qu'elle pouvait s'en prendre à elle si elle lui obéissait pas. Je sais que ça peut paraître fou comme défense, mais c'est vraiment ça qu'elles ont dit au tribunal et elles ont même donné plein de détails. Elles étaient vraiment à fond sur cet axe de défense-là. Pour vous dire, par exemple, elles ont dit que quand Tracy était revenue dans la voiture après avoir tué Edward, elles avaient vraiment l'impression qu'elle était rassasiée, comme si elle s'était vraiment bien nourrie et qu'elle avait mangé un gros repas. D'ailleurs, elles ont tellement insisté sur le fait que Tracy était un vampire, etc., qu'en fait, c'est suite à ce procès-là que le nom de Tracy Wigginton, son nom de tueuse, la lesbienne vampire, est née. En fait, les journalistes se sont basés sur ce procès pour l'appeler comme ça parce que ça va vraiment tourner énormément autour du fait que c'était un vampire. Pour autant, je vous précise quand même que Tracy dit qu'elle ne s'est jamais considérée comme un vampire. Elle nie, elle dit qu'elle n'a pas bu le sang d'Edward et finalement, c'est un peu sa parole contre la parole des 3 filles. D'ailleurs, c'est assez fou parce que vous aurez remarqué depuis le début de la vidéo que je parle presque exclusivement de Tracy Wigginton. Alors oui, c'est elle qui tenait le couteau,
Oui, c'est elle qui a assassiné Edward Baldock, mais elles étaient quatre à être présentes, elles étaient quatre à passer au tribunal, et pourtant on a très peu d'informations sur les 3 autres filles. En fait, c'est vraiment à cause des médias, puisque les médias se sont vraiment concentrés sur Tracy Wigginton. Le fait de dire que c'était un vampire, etc., forcément, ça faisait le buzz, c'est ça qui intéressait le public. Les 3 autres filles, elles avaient des profils un peu plus, on va dire, normaux, un peu plus classiques, donc c'était moins intéressant pour les journalistes de parler d'elle, et c'est pour ça qu'on a très peu d'infos sur elle. D'ailleurs, cette espèce d'acharnement sur Tracy Wigginton, ça a aussi été critiqué par les féministes qui ont eu l'impression qu'on s'acharnait sur elle uniquement à cause de son physique et de sa personnalité, comme si un meurtre pouvait uniquement être commis par une femme imposante physiquement et mentalement, et que les autres accusées, vu qu'elles étaient un peu plus féminines, un peu plus coquettes, on avait plus de mal à les voir comme des meurtrières, et elles trouvaient que le traitement de cette affaire par les médias était injuste, et finalement même le procès a tourné autour de ça, et elles ont axé leur défense là-dessus. Lisa Ptaschinski, la copine de Tracy, au moment des faits, va elle dire qu'elle souffrait d'une certaine instabilité mentale qui lui empêchait de voir la gravité des faits. Elle dit qu'elle pensait vraiment que Tracy avait besoin de se nourrir de sang humain, qu'elle n'avait pas le choix, et elle dit également que Tracy avait une grosse influence sur elle et qu'elle était dominante dans leur relation. Visiblement, ces arguments n'ont pas convaincu le jury puisqu'elle a été condamnée à la prison à vie pour meurtre avec préméditation. Maintenant, je vais vous parler de Kim Jervis. Je vous rappelle son rôle dans l'affaire, ça a été d'attirer Edward dans la voiture et qu'elle est également sortie de la voiture après le meurtre pour voir son corps. Son avocat va tenter de la décrire comme une femme gentille, une femme douce, qui collectionne les poupées et les figurines de Garfield, donc vraiment pas quelqu'un qui commettrait un meurtre. Il charge à fond Tracy Wigginton, c'est elle qui avait tout manigancé. Au final, Kim, elle s'est retrouvée embarquée là-dedans, mais c'est pas de sa faute, c'est totalement la faute de Tracy. Là encore, le juge n'est pas convaincu, elle prend 18 ans de prison, elle va faire appel et sa peine sera réduite à 12 ans. Pour finir, on a Tracy Vogue, pour le coup, c'est la peine qui m'a le plus surprise. Je vous rappelle que Tracy Vogue, elle a vraiment eu le rôle le plus passif dans cette affaire puisqu'elle est restée dans la voiture tout du long. Sa défense va être assez similaire à celle des 2 autres, puisqu'elle va dire que Tracy était un vampire, qu'elle était sous son influence, qu'elle avait peur d'elle. Mais finalement, ce qui va faire la différence, c'est que Tracy Vogue va dire qu'elle était persuadée d'être la victime de Tracy à la base, et que finalement, si Tracy n'avait pas trouvé Edward Baldock, si elle n'avait pas trouvé quelqu'un à tuer ce soir-là, eh bien, elle l'aurait tué, elle. C'est comme ça qu'elle explique sa participation, comme quoi finalement elle n'avait pas le choix d'être là parce que sinon elle allait se faire assassiner. Alors oui, elle est restée dans la voiture et elle n'a pas directement participé au meurtre, mais elle n'a pas non plus appelé les secours, elle n'a pas tenté d'arrêter Tracy, elle n'a pas tenté de sauver Edward. Quoi qu'il en soit, sa défense a fonctionné puisqu'elle a carrément été acquittée. En prison, Tracy Wigginton ne s'assagit pas, bien au contraire, puisqu'en 2006, elle va carrément agresser une autre codétenue ainsi qu'un gardien de prison. Très clairement, elle a toujours du mal à gérer sa colère, ça ne s'améliore pas. Il faut savoir qu'en Australie, peine de prison à vie, ça veut pas dire vraiment à vie, ça veut dire 20 ans, et vous pouvez demander votre libération avant cette date. Tracy va faire en tout 4 demandes de libération, mais ces 4 demandes vont être refusées. En 2010, sa demi-sœur s'est exprimée dans la presse en disant qu'elle espérait que Tracy ne sortirait jamais de prison. Elle a dit que selon elle, ce serait une personne qui serait toujours dangereuse et qu'elle avait même peur pour sa propre vie. Elle a même été écrire au tribunal pour leur dire de ne jamais la laisser sortir. Leur maman, elle est pas de cet avis. Elle pense que la prison a fait du bien à Tracy, que Tracy a changé et qu'elle pourrait à ce jour être libérée. Et d'ailleurs, leur maman ne croit pas non plus que Tracy soit un vampire. Selon elle, Tracy avait même peur du sang quand elle était enfant, donc ça lui semble invraisemblable qu'elle ait bu du sang dans sa vie. Toujours est-il qu'en 2012, Tracy est quand même sortie de prison. Bon, le tribunal a pris cette décision en se basant exclusivement sur ses problèmes de santé. En effet, Tracy a contracté une hépatite C à cause de la drogue qu'elle a pris au cours de sa vie, et cette hépatite C l'a fait souffrir énormément de douleurs au niveau du dos et au niveau des genoux, à tel point qu'elle a du mal à se déplacer et qu'elle doit marcher avec des béquilles. Dans cet état-là, selon le tribunal, sa dangerosité est vraiment réduite. Il pense qu'elle ne serait plus capable de tuer qui que ce soit et qu'il n'y avait donc plus aucune raison de la laisser en prison. On n'a pas d'informations sur les 3 autres femmes. On sait juste que Lisa Ptaschinski est sortie de prison en 2008,
Kim Gervis, vu sa peine, elle a dû sortir aussi, mais on sait pas quand, et on sait pas du tout ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles font de leur vie aujourd'hui, il y a aucune info sur elles. Pour ce qui est de Tracy Wigginton, pendant des années, on n'a pas entendu parler d'elle, mais en 2019, elle a de nouveau fait trembler l'Australie à cause de ses publications sur les réseaux sociaux. Elle s'est mise à publier des mèmes faisant référence au cannibalisme, et elle a même à un moment donné posté une image sur laquelle était écrit « Maintenant, vous pouvez paniquer car je suis de retour ». C'est très étrange et flippant, mais on est en 2023 et on n'a pas entendu parler d'elle à nouveau, donc j'imagine que c'était juste des mèmes, rien de spécial. C'est tout pour cette affaire, je vous retrouve en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.